est-ce que ça va? Nous nous retrouvons pour le chapitre de One Piece. Alors je le dis d'ores et déjà, la semaine prochaine le magazine est en pause, donc nous n'avons pas de chapitre, nous allons devoir donc attendre un petit moment avant de l'avoir. Alors deuxième point aussi par rapport au film One Piece Gold que je suis allé voir, c'était un truc de malade. J'hésite encore en fait à faire une vidéo tout simplement parce que la plupart d'entre vous ne sont pas allés voir le film, n'ont pas vu du tout et comptent peut-être le voir uniquement quand le Blu-ray sortira, donc au minimum d'ici 6 mois à 1 an, quand on sait que par exemple Boruto The Movie, putain il fallait attendre super longtemps avant d'avoir le Blu-ray, donc je ne sais pas encore. Éventuellement je ferai une vidéo, mais si c'est le cas, alors je recommanderais donc à ceux qui n'ont pas vu de ne pas la voir, mais je le marquerai en titre. Parce que j'ai envie de faire, je préfère faire donc la vidéo maintenant histoire que ce soit fait plutôt qu'attendre bien après quoi. Éventuellement les gens qui l'auront vu plus tard pourront alors à ce moment-là voir de nouveau le film. Bon, maintenant concernant donc ce chapitre, eh bien nous avons donc Luffy qui était donc en présence avec tous les clones de ses potes et on découvre que ces clones ne sont en réalité que des animaux transformés. Bon, malgré le tout qu'il y a effectivement Nami, la vraie Nami qui est présente et c'était assez drôle effectivement de voir que la vraie se confondait un peu avec les faux. Tout de même, donc Luffy, comme un con, évidemment, ne comprend pas tout de suite. Mais donc Nami raconte que ce qui s'est passé donc avec Brûlé, une des filles donc de Big Mom, qui avait ce fruit du démon du miroir. Donc on voit vite fait un petit combat, vite fait où Nami a réussi à s'échapper de cette étreinte, et où Carrot justement se fait capturer et tombe donc à l'intérieur du miroir. Un des pouvoirs donc du miroir d'ailleurs qui permet de refléter, bon ça c'était un peu logique, donc l'attaque qui est portée dessus, c'est-à-dire que si par exemple nous avons, je sais pas moi, Zoro, qui fait par exemple son attaque à distance là comme ça, son petit slash, je me demande si le miroir le reflètera lui aussi. Bon, normalement oui, ce qui sous-entend que toutes les attaques peut-être supposées magie, éléments comme ça peut être renvoyé. Mais dans le sens, un coup de poing peut-il être aussi renvoyé? Je pense que oui, je pense qu'elle le dit. Dans tous les cas, c'est un pouvoir donc relativement dangereux, et donc Carrot est piégé à l'intérieur donc de ce miroir. Est-ce que c'est une autre dimension, un monde parallèle? On ne sait pas encore. Mais Chopper lui-même se fait capturer donc par les arbres à côté, donc tous deux deviennent prisonniers et rejoindront certainement Sanji. Je pense pas que les deux vont pouvoir s'échapper comme ça, et donc Nami réussit à s'échapper grâce justement au Climatact amélioré que lui avait fait Usopp. Par rapport à ce point d'ailleurs sur le Climatact, il y a un truc quand même, j'avais dit il y a dans le passé, et si vous suivez mes reviews depuis un long moment, vous m'avez certainement déjà entendu dire le truc suivant. C'est que Usopp dans l'arc précédent a éveillé le Haki pour moi, donc le Haki de l'observation. Hein, c'est pour ça qu'il a réussi à toucher Sugar justement à une très longue distance où il avait perçu une sorte d'aura autour d'elle, de la même manière qu'à la fin de l'arc on avait vu Fujitora sentir l'âme autour de lui. J'avais fait un rapprochement, donc obligé, c'est un éveil du Haki de l'observation sans pour autant donc il y ait une maîtrise hein, du Haki bien entendu. Et je pense que cet arc-ci, peut-être, et j'espère en fait, Nami éveille aussi en partie le Haki de l'armement. Pas de l'observation mais de l'armement. En réalité pourquoi je pense ça? Parce qu'il y a longtemps je vous avais dit que les 5 membres originaux de l'équipage de Luffy, donc avec Zoro, Sanji, Nami et Usopp, allaient éveiller le Haki en premier. Alors c'est vrai qu'il y a Robin, Franky, etc. Ils sont forts c'est vrai mais ils n'ont pas encore éveillé le Haki. Enfin de ce qu'on sait, logiquement ils ne l'ont pas éveillé. Mais je trouverais ça vraiment cool que les 5 membres de base éveillent le Haki justement avant d'aller affronter les grands membres de l'équipage par exemple de Kaido. Je veux dire, ils vont affronter un des Yonko, il ne faudrait pas qu'il y ait que les 3 premiers membres de l'équipage qui possèdent le Haki, ce serait un peu bête et dommage justement, alors que les membres de la flotte, certains d'entre eux l'ont déjà éveillé, vous comprenez? Donc Nami, le Haki de l'armement, pourquoi pas de l'observation? Parce que ça lui sert un peu à rien. Bon, je veux dire, pour Usopp, en sa qualité de sniper, avoir le Haki de l'observation, c'est un must. Évidemment, avoir de l'Haki de l'armement, c'est bien aussi, mais si on devait choisir un des deux avant l'autre, eh bien ce serait l'Haki de l'observation, voilà. Pour Nami, vu qu'elle combat, je veux dire, d'une manière assez rapprochée quand il le faut, genre ici, avec justement son Climatact, on la voit de temps en temps parer même des attaques à la Basta, je veux dire, et attaquer avec de temps à autre, même si évidemment elle attaque avec ses éclairs et les éléments donc, qui composent son Climatact. Je trouve que l'Haki de l'armement ici prévaut sur l'Haki de l'observation dans l'ordre évidemment d'obtention pour celle-ci. Donc avoir un membre de l'équipage, donc dans le 5 de base, on a Luffy qui maîtrise les 3, enfin maîtrise, disons possède les 3 acquis, donc observation des rois et de l'armement. On a un qui est peut-être expert, ou enfin un qui maîtrise les deux, Zoro, un autre qui maîtrise les deux, Sanji, un des deux qui maîtrise peut-être mieux l'autre l'observation que l'armement, donc on peut dire par exemple que Zoro maîtrise mieux l'armement que Sanji, alors que Sanji maîtrise mieux l'observation que Zoro. Bon, évidemment pour en débattre, même si les deux je pense ont un niveau relativement proche, évidemment c'est l'auteur qui veut cela, tout simplement parce que il veut pas qu'il y ait une grosse bataille ou une sorte de... il fait toujours en sorte que les deux soient sensiblement proches, même si dans la réalité on se doute bien que Zoro quand même a un niveau légèrement au-dessus de celui de Sanji. Mais enfin soit. Et on a donc 2 membres, un qui maîtrise uniquement ou légèrement le Haki de l'observation et un qui maîtrise légèrement le Haki de l'armement. Donc on a Usopp et Nami. Bon, donc c'est ça que j'avais en tête et je me dis ce serait plutôt pas mal d'avoir un truc comme ça. Bon, maintenant ce point là écarté, donc
On a donc Carotte et Chopper qui sont donc toujours prisonniers, et donc on comprend là que le gars qui était, parce que c'était un gars et je pensais que c'était une fille à la base, mais qui était donc enterré, et donc bien le mari de Big Mom. Pourquoi j'ai dit bien le mari? Tout simplement parce que certains d'entre vous l'avaient dit, ce serait pas le mari de Big Mom, ce serait pas un homme, et donc bravo à ceux-là qui avaient bien deviné évidemment dans les commentaires. Ma foi, donc ce personnage là nous explique, et de manière assez simple je trouve, les pouvoirs de Big Mom, comme quoi, bon, à la base il explique bien que ceux qui sont sur l'île et sous la protection de Big Mom doivent payer donc une sorte de taxe de l'âme, c'est comme ça que j'appelle ça comme ça. Donc en gros, à intervalles réguliers, les membres de l'île, donc les gars qui sont sur l'île, doivent payer en donnant un fragment de leur âme, considérer cela comme une sorte donc de l'espérance de vie. Donc au bout de 6 ans, tu auras donné environ 1 an de ta vie, sachant que tous les 6 mois, donc tu donnes 1 mois, donc tous les ans tu donnes 2 mois, et donc tous les 6 ans tu auras donné 1 an au total, tu comprends? Et c'est beaucoup quand même. Maintenant je peux comprendre qu'évidemment être sous la protection d'Ayonko, voilà, maintenant pourquoi sur cette île-là et pas sur les autres, j'imagine que c'est une question de proximité, je veux dire, à un moment donné, tu avais l'île des hommes poissons qui était sous la protection de Big Mom, pourtant aucun d'entre eux, je pense, n'avait ne payé justement ce tribut de l'âme. Donc je pense que si ceux sur l'île doivent eux payer parce qu'ils sont, j'imagine, tout simplement proches du quartier général de Big Mom, si c'est bien celui-là, mais à mon avis ça l'est. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais soulever de ce côté-là. Maintenant, donc on apprend aussi que tout ce qui était soi-disant inanimé de base, mais qui possède un sourire et qui a l'air en vie, c'est dû à ce pouvoir. Mais bon, ça on l'avait cramé au moment même où on avait vu donc Big Mom utiliser ce pouvoir, rappelez-vous, je vous jure, allez voir la vidéo, on avait tous cramé que c'était ça, et effectivement on avait donc tous raison de ce côté-là. Que Big Mom en fait distribue l'âme qu'elle a récoltée un peu partout autour d'elle, ce qui fait qu'il y a plusieurs choses qui a envie. Ce truc là affecte même les animaux, donc le lapin qui a attaqué Carotte est affecté de ce genre de truc, mais on ne peut pas procéder un corps humain, donc posséder un corps humain avec ses âmes. C'est-à-dire que si par exemple Big Mom décide d'enlever de l'espérance de vie et veut le balancer sur le vie, ça marchera pas. Maintenant on voit que Big Mom récolte ses âmes avec des petits trucs qui ressemblent à des sortes d'esprits fantômes, de petits monstres noirs comme ça, qui sont en réalité des fragments de son âme à elle. Est-ce que ça veut dire qu'en gros elle perd de l'espérance de vie en faisant cela? Je pense que non. Ici on peut établir un parallèle assez gênant, je trouve, avec Gecko Moria, où lui-même justement prenait l'âme des autres et les distribuait à d'autres personnes. Donc en fait, si Big Mom peut enlever l'âme des gens et le distribuer dans des choses inanimées, ou en tout cas partiellement en vie, qui n'est pas donc humain, genre Nami, etc., genre quelqu'un d'humain, donc pas un animal, et bien Gecko Moria peut le faire avec justement des morts et des humains et des gens en vie. Donc lui peut prendre l'ombre des gens et le donner à des gens en vie, mais ne peut pas donner de l'ombre et le refiler donc à n'importe quoi. Est-ce que justement ce processus d'enlever l'espérance de vie et le donner à des choses inanimées pour leur donner vie, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un rapprochement avec la méthode qu'utilise Vegapunk pour donner des fruits du démon à des choses inanimées? Genre par exemple l'épée de Spandam qui justement avait mangé en quelque sorte le fruit du démon de l'éléphant. Et pareil pour, je crois, à Alabasta, Mr. Four je crois, ou la meuf qui l'accompagne, la femme taupe là, il disposait d'un canon qui était un chien canon quoi. Et en fait c'était un canon qui avait mangé le fruit du chien je crois, un truc comme ça. C'était pas le chien qui avait mangé le fruit du canon justement. Je pense que c'était ça, pas sûr, il faudrait qu'on me confirme. Mais donc il y avait peut-être un rapprochement à faire au niveau de la méthode de ce truc là. Je ne sais pas, je veux dire Vegapunk a bien assimilé la technique du laser de Kizaru et l'a intégré dans ses pacifistas. Alors pourquoi pas un truc qui est proche du fruit du démon de Big Mom, pourquoi pas. C'est peut-être ça qui lui a donné l'idée. Bon. Quoi qu'il en soit, donc l'utilisation du fruit du Big Mom peut être terrifiant dans le sens putain mais elle a en face Kaido, rien ne l'empêche de choper son espérance de vie. T'imagines, elle chope l'espérance de vie de Kaido, t'as un truc genre 400 ans et elle leur file à n'importe quoi. La question qu'on pourrait se poser c'est genre si elle enlève 1 an d'espérance de vie à quelqu'un et que le balance genre un arbre, est-ce que l'arbre vivra 1 an de plus ou 1 an tout du moins? Ça on n'en sait rien, est-ce que c'est genre juste la vie présente qui est là? Logiquement on pourra se dire ouais le truc gagne une espérance de vie égale à celle qui a été enlevée de base au possesseur initial. Bon, maintenant, donc on pourrait spéculer là-dessus, ça je vous laisse voir en commentaire tous les combos possibles, mais là déjà on a les bases. Maintenant un truc que je me dis aussi, c'est par rapport justement à cette grande bataille face à Big Mom. Luffy ne va vraisemblablement pas battre Big Mom. Non, je veux dire, le but c'est qu'il batte Kaido. Bon, maintenant c'est vrai que Luffy doit encore s'améliorer selon moi, c'est sûr, mais de faire tomber une Big Mom et en même temps Kaido juste après... Bon, je sais bien clair que c'est la grande guerre contre les Yonko, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va tous les buter un par un, tu vois. Ça veut forcément dire qu'il va les rencontrer, qu'il va avoir des altercations avec eux, sans pour autant les faire tomber eux. Vous comprenez? Donc là, Luffy est en train de se bagarrer un peu sur le territoire de Big Mom, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va faire tomber les Big Mom. Bien entendu qu'on aura Big Mom face à Luffy, ça c'est obligé qu'on les a face à face, mais on n'aura pas de véritable combat, ou en tout cas un truc momentané. Mais s'il y a combat, à mon avis, Luffy va perdre. Non, je sais, vous allez bien me gueuler dessus, etc. Je sais, mais à mon avis, Luffy va certainement partir en Give Force ou un truc comme ça, va échanger des coups et on va remarquer que la force de Big Mom est certes terrifiante, mais Luffy n'est pas si loin derrière niveau puissance brute.
Cependant, je vois mal Big Mom perdre sur le coup. Je vois vraiment mal Big Mom se faire battre comme ça. En fait, vous allez rigoler, mais je pense même que Big Mom va limite voler un peu d'espérance de vie à Luffy. Et qu'on aura ça comme conséquence du truc. Luffy va réussir à voler le Rio Poneglyph. Enfin, pardon, le Road Poneglyph, pas le Rio. Le Road Poneglyph et libérer Sanji. C'est à la base ça, l'objectif de cet arc-ci, c'est récupérer Sanji et en même temps le Road Poneglyph qui lui permettra donc de trouver Raftel. Non, pardon, Raftel... Raftel, oui, voilà. Mais battre Big Mom, c'est pas vraiment l'objectif de base. Donc, Big Mom, pour moi, je l'avais dit, je crois il y a un mois ou quoi, qu'elle allait peut-être voler un peu d'espérance de vie de Luffy, causer justement une accélération du truc, ou en tout cas, peut-être donner un indice sur une fin, une mort possible à la toute fin de One Piece de Luffy, d'un côté un peu similaire à la fin de Goldie Roger qui justement savait sa fin proche et il s'est rendu. Donc peut-être que Luffy, lui, ne vivra pas justement comme ça ultra longtemps sur les mers, mais va peut-être décéder dû à quelque chose. Je ne sais pas quoi. De toute façon, dans tout le long de One Piece, où Luffy a commis plein d'actes qui, en quelque sorte, ont réduit son espérance de vie. L'utilisation du Girtsu combiné au 3, les séjours Impel Down avec les hormones et tout. Il a fait plein de trucs comme ça qui, au fur et à mesure, se sont révélés très dangereuses pour sa santé. Même Chopper l'avait dit justement sur Thriller Bark. Luffy, tu réduis ton espérance de vie, etc., etc. Effectivement, que dans cet arc-là, Kuma avait repoussé tous les dégâts, souffrances, etc. qu'il avait accumulés, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il a récupéré, vous voyez, il a récupéré donc les dégâts irréversibles qu'il a commis justement sur son corps en procédant à diverses choses qu'il a commis avant sur sa santé. Bon. Donc maintenant, Big Mom, on peut le voir, est une véritable dingue quand on pense au fait qu'elle a construit son équipage, parce qu'on voit que la plupart des membres de son équipage, c'est des gens de sa famille, mais de rien du tout. Il a suffi qu'elle trouve ce mari-là, qui a été déjà très, je pense, qui a bien bossé, on va dire, pour avoir tous ses gosses, mais on se rend compte que quand même, si on part du fait que tous les membres de son équipage c'est des gosses à elle, la meuf à la base elle avait rien. Elle n'est pas allée recruter tel ou tel membre de base, non, elle avait en fait juste toute sa famille, elle a procréé et ensuite elle a établi sa renommée et donc après elle a eu d'autres gars qui ont rien à voir avec elle, j'imagine de base, mais qui l'ont rejoint. Donc c'est quand même dingue de se dire que la meuf elle a juste, à partir de sa famille, elle a juste créé un équipage et c'est pour ça j'imagine qu'on l'appelle vraiment Big Mom au-delà de tout cela, c'est parce que vraiment tout son équipage, en grande partie, c'est ses enfants. Bon, donc après cela évidemment on comprend que Big Mom il fallait pas la sous-estimer et Nami justement se rend compte de cela justement s'échappant de brûler en disant on n'aurait pas dû sous-estimer les Yonko, voilà. Je veux dire mais putain mais qu'est-ce que vous aviez en tête, sérieusement? Mais sérieusement, qu'est-ce que vous aviez en tête, bordel de merde? Je veux dire, c'est assez évident qu'il fallait pas sous-estimer les Yonko. Il fallait vraiment faire super gaffe. Même moi, de base, je dis, genre, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont arriver là, ils vont s'infiltrer et que tout ira bien? Non, d'office que tout allait tomber à l'eau, leur plan d'infiltration et tout, que ce soit Luffy ou Big Mom, peu importe, ça allait tomber à l'eau. Donc je trouvais évidemment ce petit côté un peu optimiste vraiment un peu con pour le coup, je veux dire c'est bien Yonko, on voit bien que Pecoms, etc. leur a bien expliqué qu'elle avait un réseau de connaissances vraiment bien établi, donc si dans son propre royaume elle n'est pas au courant de quelque chose comme ça, comme une infiltration d'un gars de la pointure de Luffy, j'aurais trouvé ça ridicule, et donc heureusement Oda ne rabaisse pas Big Mom pour le coup, mais rabaisse plutôt les Mugiwara, et c'est une très bonne chose parce qu'il faut quand même qu'ils apprennent un peu de leur erreur avec Big Mom pour qu'avec Kaido justement ça aille mieux. Donc à la fin justement le mari de Big Mom se fait donc arracher du sol par un des 3 ministres des Sweet Commanders, qui j'imagine sont l'équivalent peut-être des 3 désastres de Kaido. Maintenant bon le design de ce commandant là, bon il n'est pas non plus super cool, hein. Je veux dire, je sais bien que c'est pas forcément un truc obligatoire, hein. La prod dans le manga Hunter x Hunter, vous avez plein de personnages qui n'ont pas des designs super fous, pourtant c'est pas pour autant qu'ils sont moins importants. Donc ici on a ce personnage là qui n'en dégage pas vraiment, grand chose de vraiment super charismatique, pourtant de son statut j'imagine qu'il est l'un des membres les plus forts de l'équipage de Big Mom. Déjà de ce titre, un des 3 Sweet Commanders, voilà, donc j'imagine que c'est parce que c'est un des plus forts aussi. Donc c'est un des ministres aussi, et aussi un des enfants de Big Mom, encore une fois. Donc le mec engueule donc le mari de Big Mom en disant ouais voilà pourquoi tu donnes des infos comme ça, pour le coup c'est vrai, pourquoi tu donnes des infos. Mais bon effectivement tout le monde en a rien à faire, personne n'a quelque chose à foutre donc du mari puisqu'il était enterré là et tout le monde le laisse là parce que tout le monde s'en fout. Maintenant le mec a quand même réussi à survivre, j'imagine qu'il est là depuis un long moment. Et on apprend à la fin de confirmation donc que Lola est bien une fille donc de Big Mom. Et ça on s'en doutait encore une fois. Après t'as la réaction donc Nami qui est bien choquée, genre Lola mais ça me dit quelque chose ça et tout. Donc elle va comprendre qu'effectivement c'est la fille de Big Mom et elle va certainement faire le lien avec la vivre card qu'elle possède et que Lola lui avait filé, je crois que c'était la vivre carte de sa mère.
ou d'elle-même, je sais plus, mais à mon avis, non, je crois que c'était effectivement de Big Mom, une vivre carte du Yonko, c'est pas rien, et avec ça, j'imagine qu'elle va réussir à sortir peut-être de cette forêt, ou à tout le moins, ça va lui permettre donc de se guider et d'éviter éventuellement le danger, ça veut dire que si la vivre carte pointe par là, et ben on ira par là, tu vois. Bon, alors une altercation en combat avec ce Sweet Commander, j'aimerais bien, comme ça permettrait d'un peu évaluer la force de Luffy, vu qu'il est présent, on a un ami présent, eh bien il faudrait peut-être essayer de péter la gueule à ce type, je veux dire, tu t'enfiles face à un amiral, tu t'enfiles face à un Yonko, ok, mais face à un commandant, putain, si tu t'enfiles aussi face à ça, merde quoi, ça sert à rien d'aller dans le nouveau monde. Je sais bien que Luffy doit progresser, mais je pense que son niveau doit lui permettre au moins d'être aussi fort, de péter la gueule à ce commandant qui, à mon avis, n'est pas aussi fort qu'un Doflamingo. Voilà. Bon, maintenant, après, si vous dites Doflamingo égale Luffy, il y a encore débat. Parce que bon, je veux dire, Luffy n'a pas gagné véritablement en 1 contre 1 avec Doflamingo full santé, etc. Il y a plein de circonstances à prendre, enfin de critères à prendre en compte dans ce combat-là, mais on va pas débattre là-dessus. Et s'il vous plaît, ne débattez pas là-dessus en commentaire, ça sert à rien, peu importe, Luffy a gagné le combat, on s'en fout de qui, au vérité, il était plus fort à 100% de ses moyens. Le fait est que Luffy a gagné, il a gagné, point barre, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, donc un chapitre plutôt agréable, on apprend donc les pouvoirs de Big Mom, et ça c'est cool. Maintenant, par rapport évidemment à l'utilisation de ses pouvoirs, comme je l'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Le fait de donner par exemple cette espérance de vie à des armes à feu, par exemple, t'imagines le truc, hein, je sais pas, t'imagines donner l'espérance de vie à une des armes antiques, t'imagines le truc, et en plus, je sais plus, je crois qu'il y avait un personnage qui savait pour Poséidon. Non, c'était Caribou, mais je crois que c'était à Kaido qui devait donner cette info et pas à Big Mom. Caribou qui avait appris l'existence de Poséidon et dans les pages cover, en fait, il avait donné l'info à un des Yonko, je crois. Je crois que c'était à Kaido et pas à Big Mom, donc on va mettre ça à part. Mais t'imagines donner l'espérance de vie, donc effectivement à des armes déjà de base très dangereuses. T'imagines le combo, donner une espérance de vie à un arbre, ça lui permet de se déplacer, à bouger, etc. Mais donner ça à, je sais pas, une épée, donner ça à des canons ou même à un bateau entier, voilà. Bon, effectivement, il faut remarquer que le navire de Big Mom, est en vie. Il avait aussi un visage et il sourit, etc. Mais bon, c'est vrai que qu'on a vu, ça ne faisait pas forcément de ce bateau un truc super dangereux. Mais voilà, on peut imaginer des trucs dans ce style-là. Bon, c'était tout ce que je voulais dire donc par rapport à ce chapitre de One Piece. On se retrouve donc la semaine prochaine, pardon, dans 2 semaines plutôt, dans un peu plus de 2 semaines donc pour le prochain chapitre de One Piece. Je ferai, j'imagine, donc durant la semaine où on n'avait pas de chapitre, la review de One Piece Gold. Voilà, donc ne parlez pas du film s'il vous plaît dans les commentaires, n'essayez pas de spoiler les gens qui n'ont pas vu, ce serait un peu dommage. Mais le film était tellement excellent, putain. Et si vous voulez pas regarder la vidéo, que je vous dis déjà mon avis court et rapide dessus, je vous dirais que j'ai préféré, en fait, pas préféré, mais je dirais que j'ai plus apprécié, je me suis plus amusé dans ce film que devant le film Z, qui, et attention, est excellent. Mais ce film-là est, je dirais pas excellent dans la même catégorie pardon, que le film Z, mais le film Gold est divertissant, voilà, est encore plus divertissant que le film de Z. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est meilleur sur tous les points. Mais on reviendra à ça sur notre vidéo. Voilà les gens, ciao ciao et à la prochaine.